Bonsoir, merci à tous d'être venus. Je voudrais remercier la Maison des associations, la Ligue contre le cancer, Kutxabank, Donosti Events pour organiser cette conférence. Aussi à M. Dominique Castinel qui va enregistrer la conférence. C'est la première fois que le docteur Vincent Guillem vient en France. Donc pour nous, c'est très important d'être présent ici aujourd'hui. Merci à tous pour le soutien à la diffusion de cet événement. Il y a beaucoup de personnes ici que je connais très bien qui m'ont aidé avec la traduction, comme Mathieu et Seb, Claude Tétas avec la presse, et les amis qu'ils ont venus de loin aussi pour m'encourager à ça. Je vais expliquer un peu comment ça s'est passé qu'aujourd'hui on soit ici pour organiser cette conférence. Je vais faire une introduction et je vais présenter le docteur. Vincent Guillem est docteur en sciences chimiques de l'Université de Valence en Espagne. Il traite actuellement au service d'hématologie et d'oncologie à l'hôpital en Valence comme investigateur de la prédisposition génétique du cancer. Dans son temps libre, il pratique le Reiki à des fins thérapeutiques de forme gratuite et totalement désintéressée. Le contenu de ce livre est un message d'amour pour toute l'humanité. Il y a 5 mois, j'ai rencontré ce livre, je l'ai lu et j'ai cherché un distributeur au Pays Basque pour acheter. Donc comme il n'y avait pas, j'ai envoyé un email à Vincent Guillem. À la fin du livre, il y a ses coordonnées. Et j'ai demandé le livre. Et juste, il m'a dit, dans un mois, je serai à Bilbao ou à Vitoria pour faire une conférence. Si tu veux venir, ça peut être intéressant. Donc, je suis allée à Bilbao. Je suis allée à sa conférence. Et quand je suis sortie, j'ai dit, il faut que je l'amène à Saint-Sébastien, à Guipúzcoa. Donc, hier après-midi, on a fait la même conférence qu'aujourd'hui en espagnol. Ça s'est très bien passé. Il y a 220-230 personnes qui sont venues. Vincent Guillem, il fait des conférences en Espagne. Il est très renommé. Et quand j'ai voulu organiser la conférence en Espagne, j'ai pensé, j'habite à Irún, j'ai fait mes études en France. Je pense que ce message aussi, ça serait intéressant de faire aussi en France. Et j'ai commencé à demander une salle. Et c'est grâce à vous tous qu'aujourd'hui on puisse faire ça parce que c'était pas facile pour moi diffuser cet événement. Donc grâce à vous tous, aujourd'hui c'est possible cette première conférence en France. Donc je vous remercie beaucoup. Pardon, j'avais oublié une chose importante. Le docteur, il ne sait pas français. On a fait la traduction. Je vais faire la plupart de la conférence, je vais lire moi. Mais lui, il veut faire l'effort. Il va faire l'effort de dire des choses plus techniques, etc. Donc, excusez-lui s'il y a des fautes, et pour moi c'est pareil. C'est pas notre langue maternelle, on va essayer de faire le mieux. Donc, on fera entre les deux, et on va se soutenir l'autre. Donc, merci et excuse si c'est pas super bien fait. On essaye que pour la prochaine fois, ça sera mieux fait. Merci. Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais remercier Elena Marillo, la Ligue contre le cancer de Bayonne, Kutxabank et Donosti Events, et vous tous de votre présence. J'espère que cette conférence vous donnera des informations intéressantes. Je voudrais m'excuser pour mon manque
de connaissance du français que j'espère pouvoir améliorer à l'avenir. Et j'essaierai de faire de mon mieux. Et le titre de la conférence est l'origine émotionnelle de la maladie parce que, à mon avis, beaucoup de maladies physiques, ce qui inclut le cancer, sont liées à l'existence de conflits émotionnels. C'est ce que nous allons essayer de montrer dans la première partie de l'exposé. Dans la deuxième partie, nous allons essayer de plonger le sens spirituel de la maladie parce que, de mon point de vue, la maladie ne peut être pleinement comprise que du point de vue spirituel. Pour commencer la première partie, j'exposerai vraiment comment la médecine conventionnelle conçoit le cancer et sa manière de le traiter. La médecine conventionnelle considère que le cancer est une croissance cellulaire incontrôlée causée par des altérations génétiques. Ce modèle suppose que ces altérations génétiques sont dues à des agents chimiques, toxines de fumée, amiante, benzène, ou physique, radioactivité. Les traitements conventionnels du cancer étaient fondés sur la destruction des cellules tumorales ou par la chimiothérapie et la radiothérapie, en plus de l'ablation chirurgicale de tumeurs. Le problème de ces traitements est leur absence de précision, car ils ne font aucune distinction entre les cellules saines et les cellules tumorales et leur haute toxicité. De ce fait, elles provoquent de nombreux effets secondaires graves. La maladie réapparaît souvent sans qu'il soit possible de prédire quand ni pourquoi. Pour conséquence, les traitements contre le cancer n'ont pas vraiment donné des résultats encourageants. Nous analyserons ceci avec des données réelles tirées du document scientifique suivant publié dans la revue Annals of Oncology en 2010. Ces graphiques représentent l'évolution de la mortalité exprimée en décès pour 100 000 habitants. Le cancer en France et en Espagne pendant 20 ans, 1975-2005, chez les hommes et les femmes. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de diminution des taux de mortalité statistiquement significatifs. Comment se fait-il qu'il y ait tant de progrès scientifiques n'ont pas réussi à réduire de manière significative la mortalité par cancer? Des découvertes récentes remettent en question notre conception de ce que c'est le cancer et comment il devrait être traité. Ces résultats montrent qu'il existe un lien entre l'état psychologique émotionnel et l'état physique par l'intermédiaire du système nerveux, la jeunesse du cancer et d'autres maladies, récentes découvertes en épigénétique et génétique, un traumatisme émotionnel lié à la jeunesse du cancer et d'autres maladies. Maintenant, je vais parler de la contribution d'un docteur allemand, le docteur Hammer, qui depuis plus de 20 ans a proposé l'origine émotionnelle de la maladie. Ce médecin travaillait à l'hôpital de l'université de Munich en oncologie en tant que chef de médecine interne et un changement tragique changerait sa propre vie. Comme nous allons le voir, ce fait que son fils, il est en vacances en Italie, il a un accident
et il se blesse la tête et il tombe en coma. Donc, j'essaie de faire parcourir l'histoire. Donc, le père et la mère, ils développent un cancer. Donc, le docteur, il se pose la question que ce cancer a pu se créer à cause du choc de la nouvelle que son fils il avait eu son accident et il était encore au coma. Alors, lui, il guérit spontanément de son cancer après avoir appris que son enfant continue à vivre sur un autre plan d'existence. Au-delà commence une enquête fondée sur l'hypothèse selon laquelle à la fois son cancer et celui de sa femme ont été liés au conflit brutal, émotionnel, vécu avec la perte de son fils. Grâce à son poste à l'hôpital, il se consacre à examiner si d'autres patients atteints de cancer ont pu souffrir d'un certain type de traumatisme émotionnel qui aurait été le déclencheur du cancer. Après une enquête qui dure de nombreuses années, où il analyse plus de 100 000 cas, il atteint un certain nombre de conclusions que je vais essayer de résumer dès maintenant. Le cancer et autres maladies équivalentes est en réponse de la nature biologique activée en réponse à une situation d'urgence organique appelée conflit biologique. Ces situations d'urgence organique peut être causée par un problème physique ou un conflit psychologique. Le conflit psychologique est une situation très traumatisante, inattendue, vécue dans la solitude. Au moment où le conflit psychobiologique commence, il y a une altération dans le domaine électrophysiologique d'une zone spécifique du cerveau. Cette altération est une perturbation électrique sous la forme de cercles concentriques appelés foyers de Hammer, observables à travers un scanner du cerveau. Dans les images ci-dessous, on peut voir l'emplacement des foyers de Hammer. De plus, l'endroit dans le cerveau où cette perturbation électrique dépend du type de conflit émotionnel et l'organe touché par la maladie dépend de la localisation dans le cerveau où se produit la perturbation électrique. Afin de mieux comprendre ce que nous dit, je vais utiliser le cancer de la glande mammaire comme exemple. Dans ce cas, sur le plan psychologique, nous avons un conflit pour une querelle de famille. Dans le cerveau, la perturbation électrique apparaît dans le cervelet alors que le sein est l'organe affecté par la maladie. De ce point de vue, le cancer ou toute autre maladie ne se produit pas par hasard, mais a une signification biologique. Ce serait une réponse biologique à une situation d'urgence organique. Maintenant, on va expliquer les personnalités prédisposées aux maladies. La colère, le ressentiment, de l'hospitalité réprimée, perception de la carence affective, la solitude, vulnérabilité émotionnelle, difficulté à exprimer la douleur intérieure, peur profonde d'événements négatifs. Un d'entre eux pourrait être la tendance de supprimer les émotions toxiques de colère, de ressentiment et d'hostilité. Aussi, ce sont des gens qui ne se sentent pas aimés. Ce sont des gens qui ont des difficultés à exprimer la douleur intérieure. Ils ont une peur profondément à des événements négatifs. À la fin de la conférence, on parlera de la peur plus profondément parce qu'elle est l'origine de grandes souffrances,
donc aussi de la maladie. Non seulement le cancer, mais d'autres maladies comme les maladies cardiovasculaires, les conflits seraient causés par la perte de la possession ou de la propriété. Par exemple, la maison, le travail, le statut social ou même une perte personnelle, si elle est vécue comme une perte d'une possession. Les conflits d'essoufflement, qui seraient les conflits d'anxiété, la peur et l'angoisse, sont ceux qui originent des maladies respiratoires. Et pas seulement le cancer, mais d'autres maladies respiratoires comme l'asthme et les infections respiratoires. Les conflits indigestes, qui sont les circonstances ou preuves que la personne a difficulté à assimiler, c'est-à-dire à ne pas digérer le niveau émotionnel, sont ce qui provoque l'origine des maladies digestives, cancer, ulcères, etc., compris le tube digestif, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Les conflits qui entraînent la perte de l'estime de soi sont l'origine des maladies des os et de la moelle osseuse. Et comme dans la moelle osseuse et la production du sang, aussi les maladies du sang et du système immunitaire. Les conflits en relation avec la sexualité et de reproduction sont ce qui cause la maladie dans les organes sexuels. Par exemple, les conflits en relation de couple avec connotation sexuelle, les conflits par répression de la sexualité, etc. Traitement selon la nouvelle médecine. Selon ce point de vue, car de nombreuses maladies sont causées par des conflits émotionnels, le traitement implique nécessairement thérapie émotionnelle qui vise à identifier les conflits émotionnels et sa résolution. La thérapie physique aide à restaurer la physiologie normale grâce à des traitements non agressifs comme le Reiki, l'homéopathie, la naturopathie, Rénovin, etc. Bien que les traitements sont utilisés de toutes sortes, il y a beaucoup de gens qui continuent de mourir. Certaines personnes qui résolvent leurs conflits meurent dans la phase de guérison du conflit. Si la solution du conflit ne garantit pas automatiquement l'état de santé ni la continuité de la vie, qu'en est-il du sens de la maladie? Il y a des maladies qui n'ont pas de conflit émotionnel, maladie congénitale. Quelle est l'origine de ces maladies? Pour répondre à ces questions, en général, à chercher une explication qui nous aidera à comprendre toutes les maladies, il est nécessaire d'entrer dans la deuxième partie de l'exposé, la signification spirituelle de la maladie. Pour commencer cette seconde partie, je tiens à mettre à la place de la personne atteinte d'une maladie grave qui peut la tuer ou la faire vivre une vie de souffrance. Certains, cette personne se demande pourquoi j'ai eu cette maladie. Je vais mourir de cette maladie. Qu'est-ce qui va se passer quand je mourrai? Tout cela va s'arrêter là ou la vie va-t-elle continuer? Bien qu'il soit difficile de répondre aux questions, il y a des témoignages qui peuvent nous aider dans la recherche de réponses. On va parler de ces témoignages. Des gens qui étaient cliniquement morts et ont été relancés, les témoignages de gens qui meurent, ceux qui prétendent se souvenir des vies passées, les personnes qui prétendent avoir des contacts avec des êtres qui sont morts, les gens qui ont une expérience de mort imminente ont souvent une histoire commune. Elle commence avec la séparation de son corps et une fois qu'ils sont séparés du corps, l'expérience d'un voyage rapide. À la fin, ils arrivent à un endroit où ils se sentent heureux et paisibles. Dans ce lieu, ils expérimentent une rencontre avec les autres chers qui sont morts
Et dans cette rencontre, ils savent qu'elle n'y a pas atteint son travail et doivent retourner dans le corps. Après cette expérience, ces personnes ont tendance à perdre leur peur à la mort parce qu'ils ont pris un coup d'œil et ce qu'ils ont vu, c'est une belle apparence. Aussi, ils souffrent d'une transformation dans leur vision de la vie. Ils donnent plus d'importance à la réussite, à l'argent, à être sexy, à payer l'hypothèque. Ils commencent à valoriser plus les relations personnelles et les sentiments et ils s'enforcent à être meilleures personnes. De nombreux chercheurs, médecins, se sont consacrés à étudier sérieusement ces expériences, constatant que loin d'être des hallucinations, sont des expériences très concrètes, communes à tous les êtres humains, qui se produisent dans toutes les parties du monde, aux gens de tous les âges et les croyances. Vous avez des livres comme La vie après la vie, Témoins de la vie après la vie, du docteur Raymond Moody. Les gens qui sont en train de mourir affirment également qu'ils voient et qu'ils parlent à leurs proches qui sont morts. Il semble que le but est de les aider à passer à l'autre monde. C'est une expérience tellement commune dans le monde. Pour moi, cela montre que c'est des expériences réelles qui ont également été étudiées par des chercheurs courageux comme la docteure Elisabeth Kübler-Ross. Souvenir des vies antérieures. Nous avons aussi le témoignage de gens qui confirment se souvenir des expériences précédentes de cette vie. Certains souvenirs sont spontanés, en particulier chez les enfants, tandis que d'autres sont rappelés grâce à l'hypnose régressive. Nous parlerons d'abord des premières expériences de souvenirs spontanés chez les enfants. Le chercheur pionnier dans cette recherche, c'est le docteur Ian Stevenson ou le docteur Jim Tucker. Donc il y a des livres comme 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation, Life Before Life. Le contact avec les êtres non incarnés. Nous avons aussi le témoignage de gens qui prétendent être en contact avec les êtres qui sont morts. Le contact le plus fréquent se produit avec des décédés proches récemment qui prennent contact avec les familles incarnées. Le contact peut être donné directement par des visions ou des rêves ou par les personnes sensibles, les médiums. Le phénomène de la médiumnité également été étudié sérieusement par certains chercheurs comme la docteure Julie Becher et docteur Gary Schwartz. Bien que le pionnier de l'étude rigoureuse de la médiumnité était l'éducateur français du XVIIIe siècle, docteur Allan Kardec, auteur du livre des esprits parmi d'autres, qui rassemble les informations reçues par le contact médiumnique. Extraordinaire contact au-delà. Maintenant, je voudrais résumer les informations qui nous parviennent à travers toutes ces sources qui nous aideront à répondre aux questions que nous faisons aujourd'hui. Quelle est l'origine de la maladie? Qu'est-ce qui se passe quand nous mourons? Et puisque nous demandons quel est le sens de la vie. L'une des choses qu'ils nous disent, c'est que nous sommes immortels et que la vie physique n'est qu'un moment de la vie réelle et la vie réelle ne finit jamais. C'est-à-dire que la mort du corps physique n'est pas la fin de la vie, seulement une transition vers une autre existence moins limitée, dans laquelle nous allons tous reprendre contact avec les êtres chers qui nous ont précédés, qui sont partis avant nous. Ils nous disent aussi qu'il y a une chance pour chacun de nous, que nous verrons grandir dans notre capacité d'aimer sur la base de l'expérience physique avec liberté, et que les circonstances de la vie auxquelles nous sommes confrontés sont les conséquences que nous avons fait dans d'autres vies, qui sont des preuves que nous avons choisies avant la naissance afin d'évoluer. De ce point de vue, l'origine de certaines maladies comme les congénitales
peut être en relation avec les actes accomplis dans d'autres vies. En général, il s'agit des actes où il y avait souffrance, même la mort des autres êtres. Lorsque vous commettez un acte de cette nature, cet acte est imprégné dans le propre être comme un toxique psychique qui empêche à cet être à continuer son évolution. L'objectif du processus est d'apprendre à aimer. Je tiens à définir l'amour dans son plus haut degré comme la capacité de sentir les autres comme à soi-même. Quand une personne sent à l'autre comme soi-même, jamais va pouvoir blesser les autres. En général, nous sommes très attentifs à satisfaire nos caprices égoïstes et peu attentifs de sentiments et souffrances d'autres. Et c'est à cause de l'égoïsme que nous nous blessons les uns et les autres. Il est donc très important de commencer à changer le cours de l'action, de sorte que l'égoïsme diminue progressivement et en même temps se développent les sentiments de l'amour. Dans le livre que j'apporte, on parle beaucoup de l'égoïsme. Des égosentiments sont définis comme des sentiments égoïstes, sentiments négatifs qui nous font souffrir. Si la douleur est intense et prolongée, peut causer une maladie d'origine émotionnelle. Il y a beaucoup d'égosentiments dans le livre, nous parlons de tous. Aujourd'hui, je vais citer deux qui me semblent particulièrement importants. On va parler de l'attachement et de la peur. Mais avant, je vais parler de qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même. Parce que nous pouvons confondre parfois que s'aimer soi-même, c'est satisfaire les caprices égoïstes. Quand je parle de l'amour soi-même, je veux dire reconnaître nos besoins émotionnels et nos sentiments et passer à les développer pour qu'ils soient le moteur de notre vie. Et pour cela, nous avons besoin de se connaître intérieurement, savoir comment nous sommes. Je vais mettre un exemple concernant à vivre selon ce qu'on sent et pas ce qu'on pense. Un exemple d'un couple marié, que la femme est plus amoureuse, ou à l'envers, c'est pareil. Donc, ils ne sont pas heureux. Et donc, elle peut penser si je laisse la relation, qu'est-ce qu'il va dire les autres, la famille, comment il va réagir, peut-être l'agressivité et la peur. Et donc la question c'est, si je continue, je ne suis pas heureuse, qu'est-ce que je fais? Donc ici le message qui transmet Vincent Guillem, c'est qu'on doit apprendre à vivre selon nos sentiments et pas ce que les autres peuvent penser. Ça, j'espère que je me suis bien exprimée. Il est également important de distinguer ce qui est le vrai amour de ce que sont les formes de l'égoïsme déguisées en amour comme l'attachement. L'amour, dans son maxime expression, doit être inconditionnel. La personne qui aime vraiment n'attend rien en retour de ce qu'il fait. Il est également nécessaire que l'amour soit libre, c'est-à-dire nous ne pouvons pas forcer les sentiments, nous ne pouvons pas nous forcer à aimer quelqu'un, ni non plus pouvons forcer personne à nous aimer. L'attachement est l'amour possessif. Celui qui souffre de l'attachement croit que la personne qui aime lui appartient et il a le droit d'imposer leur volonté. La personne souffrant de l'attachement exige à autre personne à faire ce qu'il veut en violation de leur liberté. La personne qui vous aime vraiment cherche à être heureux et de respecter vos décisions et votre liberté. C'est pourquoi nous allons lire cette histoire qui explique la différence entre l'amour et l'attachement. Imaginez que deux personnes
qui disent aimer les oiseaux se rencontrent. La première les loge dans de belles cages dorées, dans une pièce climatisée. Elle leur donne des aliments de haute qualité et de l'eau de source en bouteille, et elle les amène périodiquement chez le vétérinaire. La seconde leur porte simplement à manger au parc, elle les caresse lorsqu'ils se posent et elle les soigne quand ils sont blessés et ne peuvent voler. La première personne dit que j'aime les oiseaux. Je dépense une fortune pour qu'il ait tous les avantages qu'il n'aurait s'il vivrait sauvagement. Mais ils durent si peu. Ils sont toujours malades. Dépensés en frais de vétérinaire et de médicaments, ils meurent prématurément. Qui me font souffrir? Que puis-je faire? La deuxième personne dit « Les oiseaux que je soigne ne m'appartiennent pas. Ils ne sont pas enfermés dans des cages, mais ils vivent en liberté. Je suis heureuse parce que je les vois vivre comme ils volent, volant en liberté. Vos oiseaux, mon ami, meurent de peine parce qu'ils ne sont pas libres. Ouvrez leur cage pour qu'ils puissent voler en liberté et ils vivront parce qu'ils seront libres, parce qu'ils seront heureux. » La première personne répond « Si j'ouvre leur cage, ils s'échapperont et je ne leur reverrai plus. » La deuxième répond « S'ils s'échappent, c'est parce qu'ils ont été retenus contre leur volonté et ils s'éloignent de ce qui est pour eux une vie d'esclave. Mes oiseaux ne me fuient pas parce qu'ils savent qu'ils sont libres d'aller et venir quand il leur plaira. Au contraire, quand ils me voient venir, ils accourent immédiatement, ils m'entourent et se posent sur moi. L'autre dirait « Ce que vous avez, c'est ce que je voudrais, que mes oiseaux m'aiment. » La seconde répondrait « Ce que vous voulez, vous ne l'obtiendrez pas par la force. Vous les avez comblés de commodités pour essayer de compenser ce dont ils ont le plus besoin, voler en liberté. Si réellement vous les aimez, laissez-les vivre en liberté. » J'adore cette histoire. Et pour finir, nous allons parler de la peur. La peur de ne pas être aimé comme nous sommes réellement. Certains livres qui clarifient la différence entre l'amour et l'attachement sont les contes d'amis de Enrique Barrios. Quand une personne a peur de ne pas être aimée, tend à se comporter d'une manière qui n'est pas la sienne, mais c'est ce que les autres attendent de lui. Maladie causée par la peur. Si la peur se manifeste comme anxiété, essoufflement, les maladies du système respiratoire. Si on a peur d'exprimer les opinions, on peut avoir une maladie de gorge, hypothyroïde, etc. Si la peur se manifeste comme répression, on aura des conflits indigestes, maladies digestives. Si la peur se manifeste comme l'insécurité, les maladies liées à une faible estime de soi, maladies du système immunitaire, leucémie, auto-immune, psoriasis, anorexie, l'obésité. Comment affronter la peur? D'abord, c'est important de prendre conscience de à quoi et à qui on a peur. Faire face à des situations avec courage. Demandez-nous quelle décision, si on n'aurait pas peur, quelle décision on prendrait selon ce que je ressens. Ça, ce sera la bonne décision. Maintenant, on va parler du livre « Les lois spirituelles ». Ce livre est destiné à être un outil pour nous aider à nous trouver intérieurement afin de développer les sentiments et éliminer notre égoïsme qui se manifeste dans la dépendance, la peur, afin d'être tous les jours un peu plus heureux. Il fournit également des réponses aux questions fondamentales à chaque être humain, d'où nous venons, où nous allons,
ce que nous sommes et quel est le sens de la vie. Vous dire que ce livre, vous pouvez le télécharger gratuitement en ligne dans le blog lesloisspirituelles.blogspot.com ou bien vous pouvez l'acheter en version papier, coûte 3 €, c'est les frais d'imprimerie, et vous pouvez l'avoir en format papier. Et pour finir la conférence, je vais faire un bref résumé de ce que nous avons discuté. Pour moi, la vie a un sens, apprendre à aimer. Les situations difficiles de la vie sont là pour nous aider à progresser dans l'apprentissage de l'amour. En fait, la plupart des difficultés, nous les créons nous-mêmes parce que nous n'agissons pas en fonction de ce que nous ressentons. Mais il est vrai aussi qu'il y a d'autres causes qui sont en relation avec des actes envers d'autres êtres ou dans d'autres vies. Ainsi, la maladie du point de vue spirituel peut avoir deux origines. D'une part, nous avons acquis des maladies qui sont souvent en relation avec les expériences que nous avons vécues, qui se sont mal passées, générant des sentiments égotoxiques nuisibles à l'intérieur et à l'extérieur, parce que nous avons aussi réprimé notre intérieur et on ne peut pas vivre en fonction de nos sentiments. Dans ces cas, les actes de maladie physique sont comme une sorte d'alarme qui prévient la maladie à l'intérieur. Ils sont là pour nous motiver à changer. De plus, nous avons les maladies congénitales ou karmiques. Ces origines sont des actes négatifs effectués dans d'autres vies. Il s'agit d'un processus par lequel l'esprit transfère à l'organisme les toxiques psychiques. Et grâce à cette expérience, l'esprit prend conscience de la souffrance qui est générée dans les autres êtres et il sert à évoluer. Conclusion. Dans tous les cas, la maladie affaiblit les barrières mentales qui emprisonnent la manifestation du spirituel intérieur et par conséquent nous aide à acquérir une plus grande sensibilité à la fois sur nos propres sentiments et aussi sur les souffrances des autres. Nous devons prendre conscience que la maladie a un sens qui n'est pas de punir, mais d'aider à progresser. Avec plus d'amour et de sagesse, nous serions en mesure de faire face avec plus de sérénité à une maladie très grave ou autre obstacle inclut la mort. Nous devons prendre conscience que la maladie a un sens. Parce que la mort n'est qu'une phase de transition où l'esprit abandonne le corps pour revenir à la vie sur le plan spirituel. En fait, toutes les souffrances dans le monde, elles ont toutes la même origine, l'absence d'amour, appelé l'égoïsme. Comme la somme de l'égoïsme de chaque personne peut faire tout le monde un enfer dans lequel nous vivons aujourd'hui, quand cet égoïsme devient amour, l'absence de l'amour de chaque personne transformera le monde en un paradis. Si nous nous transformons intérieurement, l'extérieur, tout le monde changera. Et pour finir la conférence, nous vous faisons avec cette citation qui résume le message de cet exposé. Il s'agit d'une citation d'un vieux sage qui dit: de la maladie de sang, les corps sont malades. Soignons nos sangs et nos corps seront guéris. Merci beaucoup à tous pour votre attention
Si vous voulez poser des questions ou faire un commentaire, Donc vous pouvez faire des questions au docteur et moi je vais les traduire et lui va répondre, moi je ferai en français. Donc n'hésitez pas, vous levez la main, on passe le micro et faites des questions. Bonjour, d'abord je voulais vous remercier pour cet exposé qui correspond à certaines de mes propres expériences personnelles. Je voulais poser une question concernant d'éventuels travaux que vous auriez fait sur des études statistiques sur ces différentes maladies. Est-ce que vous avez fait des études statistiques, des études par rapport à des articles de revues de médecine ou ce genre de choses? Et qu'en avez-vous tiré, ou est-ce que vous avez des références à nous donner? Bueno, hablaré Sí, despacio. sí. No hemos, por cuestiones de tiempo, no hemos explicado todas las referencias que tenemos respecto a estudios científicos. Han sido algunas diapositivas que hemos pasado rápidamente, que eran de investigadores que han estudiado estos fenómenos y han publicado, cuando les han dejado, pues, estudios científicos y algunos libros. Pero por cuestión de tiempo pues no hemos. Pero si estás interesado yo te puedo dar las referencias de esos artículos. C'est vrai que bon, les exposés du docteur, normalement, ça dure 2h30. Comme c'est la première fois que vous venez ici, si on aurait fait un exposé de 2h30, ça aurait été trop long. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu parler trop des statistiques ni des livres qui conseillent. On a parlé un peu comme ça. Mais si tu es intéressé, il peut te dire exactement des livres qu'ils ont fait des études plus profondes, ils ont fait des statistiques. Par exemple, hier à Saint-Sébastien, on a parlé que un peu, comment dire, il a fait une étude statistique sur le cancer dans des hommes et les femmes. Il a parlé de ça hier, donc après il pourrait te donner plus d'informations sur cela. Il avait des diapos, mais au début on avait 180 diapos et on a laissé 90 à peu près pour faire un peu plus schématique. Sinon on aurait pu être ici 3 ou 4 heures et ça aurait été trop long, c'est pour ça. Je suis intéressé, effectivement. Merci. Tu peux passer, madame, s'il te plaît. Buenas tardes. Has hablado de la enfermedad física y de la enfermedad mental. ¿Habéis hecho estudios? ¿Habéis hablado del origen emocional de esas enfermedades? ¿O cómo la tratas? La question qu'a fait la dame, c'est si ils ont fait des études sur l'origine émotionnelle dans des maladies mentales. C'est la question qu'elle a fait. Donc maintenant, il va répondre. Bueno, por cuestiones de tiempo no hemos tratado ese tema, pero el doctor Hammer también atribuye que la enfermedad mental también está causada por conflictos emocionales. Él habla de que en ese caso hay dos conflictos simultáneos y cada uno afecta a una parte del cerebro. Cuando se da esa combinación es cuando se da la enfermedad mental. Él le llama a esto constelación esquizofrénica, con lo cual para resolver esas enfermedades también habría que aplicar una terapia emocional para que esa persona resolviera esos conflictos emocionales. Sí. Donc je vais traduire la réponse du docteur, vous dire que vraiment il y a une origine émotionnelle dans les maladies mentales. Et c'est causé quand normalement il y a deux conflits spontanés au même temps. Et chacun affecte un hémisphère différent du cerveau.
qui s'appelle Constellation schizophrénique. Et pour avoir plus d'informations, le docteur Hammer, qu'on a parlé avant, vous vous souvenez, qui a eu son fils, qui est décédé, tout ça. Donc M. Hammer, il a fait des recherches, et donc si ça vous intéresse, ça serait intéressant de lire un de ses livres, comme ça. Et la thérapie pour soigner ces maladies, vraiment, c'est besoin aussi d'une thérapie émotionnelle, hein, très important pour soigner. Bonjour, merci déjà pour votre conférence. Pour moi, c'est une évidence que, dis-moi les mots de ton corps, je te dirai les mots de ton âme, puisque le corps et l'esprit ne sont pas dissociés. Ce qu'a tendance à faire constamment la médecine allopathique et conventionnelle. Néanmoins, comment faire la nuance entre je provoque une maladie parce que, par tout ce que vous avez dit, l'origine c'est l'émotionnel, et effectivement c'est à mon sens tout à fait ça, et la notion entre guillemets, du karma, c'est-à-dire on a une hygiène de vie, on travaille sur soi justement pour lâcher prise et lâcher ses peurs, puisque c'est l'origine de toutes les maladies, et néanmoins quand il nous arrive une expérience, donc, dont le but est de comprendre et de progresser et d'évoluer, comment on peut faire cette nuance entre je l'ai provoqué par mon incarnation aujourd'hui, par tout ce que je vis, ou j'ai quelque chose à comprendre, c'est quelque chose qui m'arrive de ce qui est, on va dire, un héritage de mon ADN ou d'avant. C'est très difficile à traduire. Oui. Vous m'avez suivi? Vous pouvez poser la question. Plus succinctement. Oui. Plus succinctement. On va dire si, on va dire, je nais sur Terre, donc. Excuse-moi, je peux traduire? Oui, super. Oui, je vais essayer de traduire. Oui, merci parce que c'est vrai que c'est pas. Alors, on va faire tous ensemble. La question est de dire, bon, effectivement, il est d'accord sur l'origine émotionnelle de la maladie. Ah, vale. Ella está de acuerdo con que el origen de la enfermedad es un origen emocional. Pero ella dice, ¿cómo podemos saber si cuando una experiencia nos toca vivirla en esta vida, cómo podemos saber si es algo que hemos provocado nosotros con nuestro comportamiento, aunque hagamos un trabajo y que lo intentemos hacer entre comillas bien, o es algo que tenemos pues, por karma, es decir, que hemos heredado y que se nos presenta aquí para solucionarlo, pero que nos viene de alguna otra vida? Brigitte, non? Oui. Brigitte. Il a dit le docteur que très bonne question. Normalmente cuando hay una enfermedad por origen emocional, el tipo de enfermedad te dice el tipo de conflicto emocional que puede haber detrás. Y si la persona es capaz de identificarse con ese conflicto, entonces estamos cerca de pensar que se trata de una enfermedad de origen emocional. Normalmente las enfermedades que aparecen en la etapa adulta suelen ser de origen emocional, incluso en la adolescencia, pero también es cierto que hay enfermedades que uno pide pasar antes de nacer. Normalmente si uno profundiza en la parte espiritual y encuentra una razón emocional, entonces se trata de una enfermedad de origen emocional. Si uno no encuentra realmente nada en su vida que justifique esa enfermedad, pues seguramente puede ser de una enfermedad de origen karmático, ¿no? Pero también es verdad que la mayoría de enfermedades congénitas o por karma son enfermedades que cuando naces ya las tienes y suelen ser alteraciones genéticas que no se pueden cambiar. Sin embargo, si la enfermedad aparece en una etapa de la vida ya más tardía, suele ser de origen emocional. La mayoría, yo diría que más del 90% de las enfermedades son de origen emocional y algunas pocas son de origen congénito. ¿Qué se puede hacer ahí? En cualquier caso, intentar intentar ayudar a esa persona hasta donde se pueda, pensando que el curar la enfermedad y que no se pueda conseguir no es un fracaso, porque el objetivo no es curarse solo, es evolucionar espiritualmente. Y si uno consigue a través de la enfermedad
evolucionar espiritualmente, aunque acabe muriendo, será una experiencia buena para su proceso evolutivo. Ahora te la Sí, perdona, pero un detalle, porque ella no ha hablado de enfermedad concretamente, ha dicho ante una experiencia que se me presenta. Ponemos un ejemplo concreto, imaginemos que yo con todos los hombres con los que me relaciono terminan abandonándome. La idea es solo, ¿es porque yo hago o es porque el karma, sin hablar de enfermedad, sino una experiencia que ella lleva? Es cierto que antes de encarnar nos preparamos algunas pruebas que tenemos que afrontar, pero también es cierto que el tema de la pareja es una elección de esta vida, porque nadie está obligado a convivir con nadie si no quiere. O sea que por encima de la elección antes de nacer está el libre albedrío de este momento. Entonces, que nadie piense que está obligado a ser pareja de una persona por un karma anterior, para nada. Lo que sí que es cierto es que el encontrar la pareja que te ame y a la que tú ames no es nada fácil. Por eso puede... Era un ejemplo. Sí. Alors, le docteur dit qu'il y a un élément qui peut être significatif, c'est si la maladie est déclenchée à l'âge adulte ou même à l'adolescence, on pourrait dire que c'est d'origine émotionnelle de ta vie actuelle. Et c'est le travail spirituel qui va t'indiquer de quel type de conflit ou de quel type de blessure ou émotionnelle il s'agit. Par contre, il dit si c'est dans l'enfance ou si on est déjà avec cette maladie, si elle est congénitale, alors là, lui, il dit, ça on peut imaginer que c'est quelque chose qu'on vient déjà. Lui, il dit qu'avant de naître, on a demandé à venir avec une série d'épreuves ou d'expériences à vivre, et donc on l'avait déjà un peu programmé, on est venu pour vivre ça. Après, moi je lui ai dit que vous n'aviez pas parlé forcément des maladies, mais une expérience qui nous arrive, est-ce qu'on sait si c'est le karma ou est-ce que c'est nous qui l'avons dans cette vie provoquée? Lui, il dit que, bon, que avant de venir, on vient avec quelques expériences qu'on a programmées. Et après, ici aussi, il y a le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on n'est pas... J'avais donné un exemple, par exemple, en couple. Est-ce que si j'ai, avec chaque homme avec qui j'ai des rapports, il m'abandonne, est-ce que c'est le karma ou est-ce que c'est moi? Il dit non, bon, concernant le couple, il faut se dire que c'est le libre arbitre, qu'on n'est jamais obligé de faire quoi que ce soit toute la vie. Donc apparemment, le karma viendrait de la naissance ou l'enfance et... Quelqu'un complète. Merci. Aussi dire que bon, le docteur il a deux livres. Aujourd'hui il a porté seulement le premier, les lois spirituelles, l'autre, le deuxième c'est la loi de l'amour. Et là c'est vrai que il parle beaucoup de le monde du couple, sentiments, etc. Donc ici dans les lois spirituelles c'est celui qu'on a porté. Et maintenant il y a une traduction en français, le deuxième de la loi de l'amour. Là, c'est juste pour vous dire, c'est ça. D'autres cas? Vas-y, Mathieu. Mathieu. En primer lugar, muchas gracias por la charla. Una cuestión que se me repite generalmente en estos temas es una cosa, es la carga que podemos haber adquirido nosotros, ¿no? A lo largo de otras vidas o lo que sea. A nivel experimental en esta vida, pues temas que igual tengas que aprender o te hayas metido por otro camino, tal. Luego a nivel de constelaciones familiares, ese tipo de energías, ¿tenéis en cuenta ese tipo de información? Porque bueno, conozco gente que anda un poco en esa línea y también utiliza pues la metodología un poco de Hammer y demás. Elle vient
a posé la question au docteur qu'est-ce qu'il pense de les constellations familiales. Donc, Madeleine va répondre. Opino que es cierto que en ese tipo de terapias hay veces que salen pues, problemas que hay dentro de la familia y esto le puede ayudar a uno a darse cuenta de ese problema, pero también es cierto que es difícil que una persona dé a conocer sus cosas más personales en una situación donde hay muchas personas, muchas son desconocidas. Uno normalmente ahí suele dar información de lo que hacen mal los otros, pero no suele dar información de lo que hace uno mal, ¿no? Entonces, opino que puede ser útil en algunos casos, pero que para profundizar más a fondo en los problemas emocionales, lo veo más efectivo una terapia personal privada, porque en esa situación creo que es más fácil que la persona exprese cosas de ella misma que no se atrevería en un grupo grande de gente. Pero que para cosas muy privadas, Mejor una terapia personal. Le docteur répond que dans les constellations familiales, c'est vrai qu'on a mal à pouvoir exprimer les sentiments dans un milieu avec d'autres personnes qu'on ne connaisse pas parce que c'est des sentiments très profonds et très personnels. Lui dit que, à son avis, c'est mieux une thérapie personnelle. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est qu'une constellation familiale? Oui, la question c'est expliquer qu'est-ce que c'est une constellation familiale. Moi j'ai fait plusieurs fois. C'est peut-être tu as un conflit familial avec ton père par exemple, et tu es dans un groupe et toi tu choisis une personne qui, après que tu as vécu des moments avec lui, tu peux dire que cette personne correspond un peu à la personnalité de ton père. Et donc dans cette situation, c'est comme créer des rôles, chacun, c'est une séquence et là c'est pour t'aider tous à pouvoir débloquer ce conflit émotionnel que tu as avec une personne de ta famille. Et tu choisis les gens avec lesquels tu fais la constellation? Oui. la constelación familiar saca los defectos de los demás, pero no saca los suyos propios. Voilà. Le docteur dit que dans les constellations familiales, normalement, on découvre les défauts des autres, mais pas les nôtres propres. Non? Donc, lui dit que c'est mieux faire une thérapie personnelle où vraiment tu dis j'ai ce problème, je veux le résoudre et le faire plus personnellement que faire dans un groupe. Mais ça dépend, il y a des personnes que ça peut leur aider. Moi j'ai fait des constellations familiales, mais c'est des gens qui m'ont choisi à moi en faisant de mère, en faisant de sœur, etc. C'est une expérience. Oui, excusez-moi. Bonjour, merci pour la conférence. Je voudrais que vous nous expliquiez comment vous travaillez quand vous avez un malade qui vient vous consulter pour un cancer. Voilà, il arrive et qu'est-ce que vous lui dites, comment vous l'accueillez, et est-ce que vous proposez la chimiothérapie ou pas du tout? Bueno, primero yo no soy médico, soy doctor en bioquímica, con lo cual yo no trato a los pacientes directamente a nivel, digamos, de relación de médico-paciente. Pero sí que es cierto que atendemos gratuitamente a la gente que viene pues, a consultarnos sobre sus problemas. Entonces, mi consejo es, primero, que darle a conocer que hay enfermedades que pueden venir de origen emocional, que esas enfermedades uno puede intentar identificar el conflicto, intentar solucionarlo y que esto puede llevarle a la recuperación de la salud. También informo que la quimioterapia y la radioterapia tienen muchos efectos secundarios y luego la decisión de cómo debe tratarse recae en esa persona. D'abord, lui, il n'est pas docteur, il travaille comme investigateur à la prédisposition génétique du cancer. Mais ces patients,
c'est des gens qui viennent chez lui parce qu'ils veulent parler ou leur raconter ses problèmes. Et donc lui, il les aide gratuitement. Il dit que bon, il n'est pas d'accord avec la chimio ni la radio parce que c'est très très agressif. Parce que bon, c'est ce qu'on a dit avant dans l'exposé, qu'ils vont directement des cellules saines et des cellules donc c'est très agressif. Lui, il préfère exposer d'autres formes pour se guérir, comme la naturalopie ou Reiki, etc. Ou un travail de thérapie personnelle et au niveau émotionnel, non? Faire ça. Donc, et pourquoi est-ce qu'ils ne soignent pas les gens, justement? Vraiment? Il n'est pas médecin, il est biologue. Personne ne peut guérir quelqu'un. Pero como terapeuta, ¿en qué consiste una terapia emocional? No como médico, que ya hemos visto que no, pero como terapeuta, ¿tienes relación con personas y en qué consiste una terapia emocional? La question c'est, il va expliquer qu'est-ce que c'est une thérapie émotionnelle. La terapia en la que estamos mi mujer y yo consiste básicamente en ayudar a la persona, primero que exponga lo que le pasa, la enfermedad física, luego preguntarle sobre su estado emocional, cuándo empezó esa enfermedad física, y pedirle a esa persona que se acuerde de cómo estaba a nivel emocional antes de la enfermedad y qué tipo de problemas tenía. También la enfermedad te da la pista de qué tipo de problema es. Por ejemplo, el cáncer de mama suele ser conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Entonces le preguntas utilizando la información que tienes sobre la enfermedad para identificar el conflicto. Y una vez, claro, esa persona debería de indagar para ver cuál es su conflicto emocional y reconocerlo. Y a partir de ahí intentar ayudarle para que esa persona resuelva el conflicto emocional. Eso sería un poco un resumen de lo que se trata. Es como una entrevista donde empiezas a hablar y le preguntas a la persona sobre su vida emocional. Primero le preguntas sobre la enfermedad, porque eso también te da pistas de por dónde pueden estar los problemas, pero requiere necesariamente que la persona sea sincera, porque si la persona no quiere contar lo que le pasa, no se puede hacer nada. Sa forme de travailler du docteur, c'est avoir un rendez-vous avec la personne, trouver quelle est sa maladie physique, et surtout c'est important que les gens soient sincères, que leur disent réellement ses problèmes, bon, être très, très franche, et lui, bon, il aide à recevoir tous les sentiments qu'ils ont et faire une thérapie personnelle, mais bon, ça dépend aussi. C'est vrai que après c'est chacun si vraiment l'attitude, non, de vraiment je veux le faire ou je crois que je peux le faire. Pour moi, le problème majeur, c'est l'amour de soi et l'estime de soi. Et à partir de là, on ne sera plus dans le conflit de l'autre, parce que par peur de ne pas être aimé, par peur du manque, par peur d'avoir faim, par peur... Voilà, effectivement, l'origine de toutes les maladies, de tous les conflits, que ce soit même dans les couples, on a une reproduction constante de nos peurs. Et ce travail qu'on fait sur soi, ça doit être la plus belle des aventures qu'on devrait faire ici sur Terre. Partir en amour de soi. À partir de là, on lâche prise sur ce qui nous environne et on peut donner sans attendre. Et c'est un chemin de toute une vie, mais c'est la plus belle des aventures. Et c'est ça le maître mot, l'amour de soi, donc l'amour des autres. Complètement d'accord. Alors moi, je voudrais intervenir au sujet des thérapies émotionnelles pour dire que je suis pas thérapeute parce que je n'aime, bon, j'apprécie pas trop ce mot, je dis accompagnatrice en relation d'aide. Et je travaille avec une technique de libération émotionnelle qui est d'origine américaine, c'est l'EFT, Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle. Donc on ne travaille que sur les émotions et se libérer donc de tous les problèmes par
la libération des émotions. Voilà. Et comment vous faites alors c'est une technique qui allie en même temps la médecine chinoise, c'est-à-dire il y a une digipuncture sur des méridiens les plus importants. Ce sont toujours les mêmes méridiens, quels que soient les problèmes. Et c'est un tapotement très simple, enfantin, même tellement simple que ça paraît des fois pas crédible, quoi. Et donc voilà, ce sont toujours, et ce qui est important, c'est de travailler tous les différents aspects du problème, et une fois que c'est parti. Voilà, quelle que soit l'importance du traumatisme, voilà, quoi que ce soit. Si je puis me permettre, juste à la base, pour que ça marche, il faut vraiment qu'il y ait une volonté de vouloir se libérer et une foi. C'est-à-dire, Etwell et le ciel t'aidera, et c'est la foi qui t'agrée. C'est nous-mêmes qui nous guérissons. Nous sommes créateurs de notre vie, et nous gardons nos souffrances comme nous décidons de les lâcher. L'être humain n'a pas conscience de la puissance de son esprit sur le corps, puisque nous générons nous-mêmes nos maladies. On peut, et je suis la preuve vivante, mais je ne vais pas trop raconter ma vie, mais on peut se guérir du cancer. On peut se guérir, il peut y avoir une rémission et on peut se guérir de beaucoup de choses. No enferman solo de baja autoestima, también pueden enfermar por rabia, por cólera, por ira, por apego, por afán de dominar, y todo eso también uno tiene que reconocerlo y cambiarlo para poder curarse. Dice que para curarse, il dit que effectivement pour guérir, il n'y a pas que l'estime de soi, qu'il faut aussi savoir reconnaître quelles sont nos erreurs. Et des fois c'est la colère, des fois c'est d'autres sentiments que le manque d'estime de soi, et qu'il faut quand même se les avouer et les identifier pour pouvoir guérir. Qu'il n'y a pas uniquement que le manque d'estime de soi qui va provoquer des maladies et qui va nous... Donc il faut travailler pas seulement le manque d'estime de soi. Mais derrière l'estime de soi, si on n'a pas l'estime de soi, c'est là où on peut justement... Enfin, l'estime de soi, c'est pas juste un mot restrictif, il y a une significative derrière, où quand on n'a pas confiance en soi, c'est là où on a peur de perdre l'autre, de perdre son travail. C'est toutes des conséquences, donc la colère, le ressenti, l'amertume, être dans cet attachement malsain, aimer mais mal aimé, c'est ça le non-estime de soi. Bonjour, je suis donc la secrétaire générale de la Ligue contre le cancer des Pyrénées-Atlantiques. Moi, je voulais vous poser deux questions. D'abord, une affirmation. Premièrement, j'ai soigné pendant 22 ans des gens atteints de cancer à l'Institut Curie à Paris, et des amis très proches. Et c'est vrai, et je ne rejoins pas tout à fait tout ce que vous dites, monsieur Guillaume, sur certaines choses, mis à part le côté, je dirais, psychologique. C'est vrai que vous avez des gens qui font des récidives multiples en cancérologie, souvent liées à un événement extérieur. Certaines femmes, j'ai soigné beaucoup de femmes, parce que je m'occupais des cancers du sein et des cancers gynéco, beaucoup de femmes font des récidives parce qu'elles ont un événement dans leur vie. D'accord ? Mais elles sont incapables de faire face, et donc, production de métastases. Et vous avez des gens qui ne récidivent jamais. Moi, j'ai soigné des gens que je connais depuis 22 ans, 23 ans, 24 ans, qui ont été des cancers jeunes, avant 30 ans, et qui sont toujours là, et qui récidivent pas forcément. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'on peut se soigner uniquement, étant donné que j'ai travaillé en cancérologie, se soigner uniquement par naturopathie. Nous sommes la Ligue contre le cancer, je suis d'accord, nous avons découvert qu'il y a des études qui ont été faites par la Ligue nationale, par des chercheurs de la Ligue, sur le stress et cancer. Il n'y a pas eu de preuves significatives, mais ils se sont attachés qu'au stress, premièrement. Deuxièmement, dans le cancer du sein, vous savez comme moi que lorsqu'une famille a une lignée génétique porteuse du BRCA1, BRCA2, on sait qu'il y a un risque pour la descendance féminine, en lien direct avec la mère, la grand-mère ou la tante, etc. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, je ne suis pas tout contre, hein, c'est complètement différent, mais j'essaie de
que les gens ne pensent pas dans cette salle qu'on peut tout régler uniquement en travaillant sur son état psychologique. Je suis d'accord avec vous. On doit, parce qu'à un moment donné, si on déclenche un cancer, c'est qu'il se passe quelque chose. On le sait. Maintenant, le prouver scientifiquement, en prenant quelqu'un à un temps T et en le suivant pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il déclenche son cancer, ça va être très difficile parce qu'il faudrait faire des prélèvements, des scanners à répétition ou des IRM. Ça sera difficile de le prouver. Ensuite, je pense que, je dirais, on ne peut pas jeter tout le temps le bébé et l'eau du bain en même temps. Pourquoi? Moi, j'ai vu en pédiatrie des enfants naître à 15 jours avoir des cancers. Donc, dans le ventre de leur mère, ils avaient déjà un cancer. Donc, les recherches, où elles vont? Où est-ce qu'on va se poser des questions? Voilà. Donc, c'est un peu tout ça, parce que je ne voudrais pas qu'on pense dans cette salle qu'on peut se soigner uniquement parce qu'on travaille sur soi, on n'aura pas de cancer. Moi, j'ai vécu un événement extrêmement grave. Je ne peux pas raconter ma vie. Il y a maintenant 14 ans, et j'ai eu tous les symptômes, j'aurais pu être malade. J'ai fait un travail, c'est sûr, mais je ne suis pas à l'abri, je suis comme tout le monde. C'est pas parce que j'ai pas soigné, j'ai soigné les autres. Je pense que moi, j'avais une devise, ce que je disais aux infirmières et à certains médecins, pour bien soigner les autres, il faut déjà prendre soin de soi. Or, quand on prend soin de soi, c'est parce qu'on s'aime. Et quand on s'aime, on va aimer les autres et on va aimer les soigner. C'est un peu ma devise. Donc c'était un peu ça que je voulais rejoindre. Mais je ne voulais pas qu'on soit trop... je représente la Ligue nationale contre le cancer, je ne peux pas accepter qu'on dise qu'on peut se soigner uniquement par psychologie ou par travail sur soi et par naturopathie. Parce que j'en ai vu qui sont arrivés à Curie soignés comme ça, dans des états gravissimes. Parce qu'ils n'ont pas consulté au bon moment, etc. Donc c'est pas contre, c'est une discussion possible et envisageable. Mais je ne veux pas qu'on puisse laisser penser ça. D'accord? Voilà. Entiendo que ella opine así y lo respeto. También añadir que yo no creo que todas las enfermedades sean de origen emocional. Creo que una parte lo son, otras no lo son. También creo que hay enfermedades de origen genético, también creo que hay cánceres de origen genético, es decir, no es todo blanco o todo negro. Pero también... Perdón, también ha hecho alusión ella que había niños que con 10 días de nacimiento tenían cáncer y ese cáncer se había desarrollado en el vientre de su madre. Entonces, pues lo que acabas de decir, ¿no? Que no todas las enfermedades son de origen emocional. Pienso que ahí estamos hablando ya de las congenitales. Je lui ai dit l'exemple que vous avez dit des bébés avec 10 jours, ils sont nés avec le cancer, donc il s'est développé dans la maman. Donc là, on parlerait pas de maladie origine émotionnelle, on parlerait de maladie congénitale, c'est ce qu'on a expliqué avant, les karmiques. Donc, environnementales. Quelqu'un qui vit à côté d'un champ où il y a eu un épandage de pesticides. Oui. Oui. Vous avez un pourcentage de réussite des personnes que vous avez soignées? Si tienes un porcentaje de la gente que has curado. No he contado. No tengo un porcentaje estadístico porque hay muchas personas, las ves pocas veces y no tienes un seguimiento de toda su trayectoria. No es fácil. El doctor James sí que puede dar datos. Pero respondiendo un poco a lo que ella estaba comentando, por cuestiones de tiempo tampoco en la primera parte de la charla, sabiendo que veníamos aquí y que la Liga contra el Cáncer estaba involucrada en la organización, yo había preparado un montón de evidencias científicas con artículos publicados en revistas científicas de cómo los descubrimientos actuales en epigenética, no solo genética, sino epigenética, y en genética de los genes del ciclo circadiano, que es el ciclo que regula el sueño y la vigilia,
estaban aportando datos de que la parte emocional influye en la parte genética y son artículos publicados. Quiero decir que no pensemos que no hay una información científica detrás. Sí que la hay, que son descubrimientos muy recientes que creo que en el plazo de unos 5 o 6 años cambiarán nuestra concepción completamente de lo que es el cáncer, porque esto también está reconocido por la medicina convencional. Bueno, esto es muy C'est ce qu'on avait dit au début de l'exposé, que hier on a fait l'exposé qui durait presque 3 heures, on avait des statistiques, on avait des articles de presse, on avait des études des chercheurs qui confirmaient la théorie du docteur. C'est vrai qu'aujourd'hui on a enlevé toute cette information, on a focusé, ça se dit, vous connaissez plus peut-être autre chose, hein. Mais ça veut dire que bon, lui il a fait aussi ses études et c'est son travail, et donc si quelqu'un est vraiment intéressé à des choses plus ponctuelles, je pense que le mieux c'est à la fin de l'exposé venir et lui il peut donner peut-être quelques livres ou des articles plus intéressants au sujet de chacun. Je voudrais réagir un petit peu à ce que disait Madame la secrétaire générale. Je suis d'accord avec elle pour dire qu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur le traitement émotionnel des maladies, c'est sûr. Mais moi j'ai étudié mon histoire familiale et au-delà des transmissions génétiques, j'ai découvert qu'il y avait des transmissions émotionnelles et donc des transmissions de maladies par cette voie-là. Et donc je pense qu'en France on est sceptique. C'est bien, c'est du scepticisme scientifique, je dirais. C'est important de ne pas se fourvoyer quand on étudie quelle voie explorer pour guérir, mais parfois on se coupe aussi certaines voies, j'ai l'impression en tout cas. Et du coup, on évite d'utiliser des thérapies, en plus des thérapies, on va dire, classiques, allopathiques. Et donc du coup, on se coupe de nos émotions, on se coupe de notre histoire familiale et d'une certaine compréhension de notre vie. Et moi je pense que c'est quand même important de passer ce message-là, parce qu'il n'est pas suffisamment entendu, je pense, en France. Et les Français ont trop tendance à arriver chez le médecin en disant « je veux guérir, donnez-moi quelque chose », plutôt que « je voudrais guérir, aidez-moi ». Voilà. Je réagis par rapport à ça. J'ai une voix qui porte, vous inquiétez pas. Je réagis par rapport à ça. La preuve, c'est que pendant des années, en France, on ne parlait pas de psychologie auprès des malades. Moi, je peux vous dire, dans les centres anticancéreux, l'Institut Curie, qui est l'Institut de Marie Curie, quand je suis arrivée, il y avait 2 psychologues. Je suis partie, il y avait un département d'oncopsychiatrique avec 3 médecins psychiatres et 6 psychologues, pour le même nombre de lits. Ça n'avait pas changé, premièrement. Deuxièmement, la Ligue s'appuie de plus en plus sur des thérapies complémentaires, telles que la réflexologie plantaire, la sophrologie, le yoga, le reiki. Bayonne, il y avait même quelqu'un qui faisait des séances de reiki aux malades. Les thérapies complémentaires, ce qu'on appelle. Les gens en France sont des latins et quelquefois très cartésiens. Donc, ils ne veulent pas aller vers ça. Or, notre côté latin, de temps en temps, ressort et on va vers ce qu'on appelle des thérapies complémentaires. Mais le corps médical a beaucoup de mal à accepter, si vous voulez, tout ce qu'on pourrait mettre en place autour de la médecine, on va dire, traditionnelle. Ça vient, je peux dire que c'est un énorme progrès dans les 10 dernières années, parce qu'avant, c'était niet, carrément non partout. Plus maintenant, ça commence à progresser, même vis-à-vis des médecins. Je suis d'accord avec vous. Vous voyez qu'on est d'accord. Bien sûr. À la suite du docteur Hammer, il y a le docteur Claude Sabat qui avait pris le relais. Je pense que vous devez connaître. Oui. Le docteur Sabat, Claude Sabat, qui était cancérologue à la Timone à Marseille et qui a pris le relais
de Hammer. Voilà. Après, avec les personnes qu'il a formées également. Mais il a repris tous les travaux de Hammer. Hein, Claude Sabat. Oui. 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 Oui, il était cancérologue à la Timone et c'est justement d'observer les examens, hein, les radios, etc., qui s'est rendu compte qu'effectivement, voilà, il a fait des liens et avec un collègue aussi, à deux, après ils s'y sont mis, etc. Et voilà, expliquer un petit peu, que ce soit pour les cancers ou pour toute autre maladie, hein, voilà, parce qu'il n'y a pas que les cancers. Hein, voilà. Les allergies, etc. Porque ha cogido todos los estudios de Hammer y sigue estudiando no solamente con el cáncer, sino todas las enfermedades relacionadas. Que luego que nos dé eso nos da una Oui, je vous écoute. Quand on n'a pas de maladie, que l'on sache, mais que l'on a des soucis ou des problèmes affectifs, ¿cuál es la...? Je pense que ça vient del karma, pienso que viene del karma. ¿Cuál es la actitud a tener para que esto no te afecte y se convierta en una enfermedad? ¿Qué es la actitud a avoir pour pas que ça t'affecte et que ça devienne une maladie? Bueno, creo que la actitud sería, si uno sabe por qué sufre, y el primer paso es reconocerlo, luego de tomar decisiones que le lleven a eliminar ese sufrimiento. Por ejemplo, imaginemos el caso que ya han contado de ejemplo, ¿no? Imaginemos una mujer que está en una relación de pareja pero no está enamorada, pero por la educación o por miedo, por culpabilidad, continúa esa relación. Pues esa mujer sabe por qué sufre y lo que le traería el dejar de sufrir sería dejar esa relación. Pero la falta es que se atreve a reconocer que sufre por eso y si se atreve a dar los pasos para dejar esa relación. Entonces, yo siempre aconsejo que uno profundice en sí mismo, en su sufrimiento y que analice con sinceridad las causas de ese sufrimiento. Haya no una enfermedad, esto es en general, ¿no? Cuando una persona sufre, que analice por qué sufre con sinceridad y que intente tomar las decisiones para vivir de acuerdo a sus sentimientos. Y esto le hará superar el sufrimiento y ser más feliz. Yo siempre recomiendo que cada persona intente vivir de acuerdo con sus sentimientos. Esa es la clave de la felicidad. A mí me gustaría hacer también un apunte que es totalmente personal, igual te puede ayudar. Muchas veces buscamos respuestas afuera y las respuestas las tenemos dentro de nosotros. Entonces pienso que, como decía antes Brigitte, cuando ya todos los que estamos aquí por un motivo, porque tenemos inquietudes y preguntas, y es un primer paso muy importante, ¿no? Porque hay gente que ni siquiera se plantea esas cosas. Pienso que cuando tú llegas a conocerte bien, es decir, parar todo y decir cómo estoy interiormente, ¿no? Soy feliz, qué es lo que me hace feliz y qué es lo que no, qué es lo que me hace sufrir y lo que no. Es un trabajo personal de cada uno, decir, pues voy hacia aquí y no voy hacia allí. Y la respuesta está en ti mismo. O sea, bueno, pero es una opinión totalmente personal, ¿eh? No tiene nada que ver con Ce qui dit le docteur, c'est qu'on doit apprendre à vivre selon nos sentiments pour être heureux, pour faire ce qu'on veut faire, aimer en liberté, ce qu'on a dit avant dans l'exposé. Maintenant, on vit dans un monde avec oui, beaucoup de problèmes, économie, politique, travail, etc. Mais si chacun de soi il fait un petit peu, ben, on aura un monde mieux, non? Enfin, on va transformer tout ça. Donc déjà aujourd'hui, toutes les personnes qu'on est ici, je pense qu'on va rentrer à la maison en pensant qu'il y a quelque chose, non? Oui, si je puis me permettre, c'était parce que tu disais, pour éviter de souffrir, quand on a une relation, comment on fait pour ne pas poser la question
en fait, quoi qu'on vive, il faut déjà se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait pour le vivre? Que ce soit dans le couple, que ce soit au travail, que ce soit un échange avec quelqu'un. Il faut toujours ramener les choses à soi. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est généré ce conflit ou l'autre? Parce que tout vient de soi. Et pour éviter, quand on se retrouve dans une séparation, enfin, on a vécu une séparation, peu importe, on a toujours notre part de responsabilité. Et quand on se dit, voilà, je fais un bilan de tout ça, quelle a été ma part? Il faut vraiment avoir cette humilité. Cette humilité pour se dire, j'ai mes torts. Et mes torts, si on peut appeler ça comme ça. J'ai accepté cette situation, j'ai accepté ça, je n'ai pas accepté, j'ai subi, j'ai fait des sacrifices, c'est des choix. Nous avons fait ces choix. Donc, on a pensé pouvoir les assumer. Ici, il y a séparation, si on parle de ça, puisque c'est l'amour, c'est ce qui nous fait souffrir, de toute façon. Se dire pourquoi j'ai choisi cet homme, parce que je l'ai choisi en fonction d'un état de besoin, d'attente, etc. La situation a évolué et on a fini par ne plus se correspondre et se séparer. C'est là qu'il faut prendre enfin, c'est ce que j'ai fait, enfin, pour parler de moi, on se remet en question en disant, bon ok, j'ai choisi cet homme parce qu'il m'apporte ici, il m'apporte ça. Aujourd'hui, je souffre de ça. Pourquoi je souffre? Parce que ça fait appel justement à ce que je dois régler en moi, justement, cette peur d'avoir été abandonnée, d'amour, etc. Et analyser, prendre du recul, se mettre carrément en dehors de cette histoire pour la regarder de manière plus objective et d'en tirer le meilleur. En fait, c'est ça, c'est la pensée positive. La pensée positive et l'apprentissage. Il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences. Et c'est grâce à ces expériences qui, justement, entre guillemets, peuvent être douloureuses, qui vont nous faire rejaillir en nous ce potentiel, justement pour progresser, évoluer et faire d'autres choix. Simplement, ça suppose quand même un éveil déjà personnel. Tout à fait. Et ça, oui. Ça commence dès l'enfance, quoi. Donc, sur la communication, déjà communiquer avec son enfant, avec d'autres enfants, parler des émotions. Parce que si on réprime les émotions des enfants, forcément, ils vont les bloquer. Et donc, ça va former des adultes qui vont bloquer leurs émotions, qui n'ont pas conscience de leur souffrance, qui vont créer des maladies. Et alors, le jour où vous leur dites, mais c'est vous qui avez créé votre cancer, vous leur rajoutez une couche de culpabilité, quoi. Parce qu'ils ne comprennent même pas ce que vous leur dites, quoi. Enfin, je pense. Non, mais je veux dire, c'est un peu rapide, mais en gros, c'est un peu ça, quoi. Juste l'éveil, parce que pour parler de ma personne, justement, il n'y avait pas de communication. Et c'était l'isolement, etc. Bon, voilà, c'est une situation familiale. Et c'est des expériences extrêmement douloureuses et limite, je dirais, le bord de la mort, hein, pour ne pas dire l'avoir embrassé plusieurs fois. Qui fait éveiller quelque chose. Je crois que c'est l'instinct de survie et cette dimension où on cherche quelque chose, on se dit c'est pas possible. Et c'est justement des choses graves et dramatiques qui sont des déclencheurs pour cet éveil spirituel. Et souvent les gens qui ont cet éveil spirituel ont vécu des choses très douloureuses. Après, à charge à chacun d'avoir son évolution et de chercher ailleurs justement pour comprendre et survivre et vivre et être heureux, qui est le maître mot de notre présence sur Terre. Doctor, ¿cuál fue el acontecimiento que cambió su visión allopathique et holistique? Quel fut l'événement qui a changé votre cursus de médecine allopathique en holistique? Una experiencia personal. Yo, en un momento de mi vida, estaba pasando algunas enfermedades. Es cierto que no era cáncer, pero eran enfermedades que a mí me causaban dolor y no conseguía que solo con tratamiento farmacológico se curara. Entonces, en ese estado de cosas conocí a mi mujer, que es Juani, que es la que está aquí conmigo, y ella me aconsejó, ella me ayudó a identificar mis problemas emocionales y a resolverlos. Entonces, las enfermedades físicas fueron desapareciendo. Por lo tanto, lo sé por experiencia propia. Y luego conocí el trabajo de Hammer y entonces pues lo incorporé porque consideraba que era una aportación muy válida a pesar de todos los problemas que él ha tenido, y al mismo tiempo pues eso me abrió también la puerta a la parte espiritual, ¿no? Sería un poco largo de contar, pero ese hecho cambió
digamos, mi vida, ¿no? Porque yo era una persona, pues eso, un científico, digamos, materialista, ¿no? No creía en nada más allá de lo que midiera un aparato, pero cuando la vida te va haciendo pasar por experiencias que te das cuenta que con esa mentalidad no vas a resolver las cosas que te pasan, pues entonces poco a poco te vas abriendo, te das cuenta que lo que te llena interiormente son los sentimientos y que por ahí está el camino. Il a répondu qu'il a eu une maladie qui n'était pas un cancer et qu'il a connu à ce moment-là sa femme qui était sa chronique, qui l'a aidé à connaître et à comprendre que sa maladie venait des émotions. Et qu'à partir de là, il ne connaissait pas Hamed, mais qu'il s'est intéressé, etc., etc., et est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, je me présente, je m'appelle Claude Tétaz, je suis sur Biarritz depuis des années. Je remercie également Elena de m'avoir fait venir parce que j'ai un problème très petit à vous soumettre. J'ai mon épouse qui a maladie d'Alzheimer. Ça fait environ 13 ans. Et cette maladie a commencé en 1986 à la suite du décès de ses parents. C'est-à-dire que mon épouse n'a jamais fait le deuil de ses parents. Alors voilà, c'est le parcours infernal jusqu'à maintenant. Actuellement, elle est en maison de retraite à Beau-Rivage. Le personnel qui était là tout à l'heure, j'aurais bien voulu les saluer. Et voilà, c'est considérable, comme elle l'a dit, c'est très difficile à supporter. Par contre, tous les jours, je vais la faire déjeuner. Maintenant, elle ne me reconnaît plus et elle ne voit plus clair. Voilà. Comment Ce que je voudrais dire, pardon le nom de la maladie, je ne sais pas comment. Alzheimer. Alzheimer. Ouais. Su mujer está con Alzheimer, ella no la reconoce. Entonces dice que también fue a causa de que murieron sus padres y ella desarrolló esa enfermedad. Tu veux lui faire une question? Tu veux lui demander quelque chose? Bueno, el doctor Hammer dice que el Alzheimer estaría causado cuando una persona vive un suceso tan traumático que quiere olvidarlo para no sufrir. Entonces, digamos que a nivel físico se activa la destrucción de la memoria de aquellos hechos que te hicieron sufrir tanto. Oui, il explique que le docteur Hammer il a fait des études que la maladie d'Alzheimer est due à qu'on veut oublier un conflit très traumatisant. Donc c'est comme ça qu'il se développe la maladie. Un conflit qu'on veut oublier. C'est ça. On veut oublier. Mais il n'y a rien à faire. Toujours, ce sont ses parents. Elle me prend dans son père ou sa mère. Dice que su mujer cree que él es el padre o la madre de ella. ¿Hay cura de Alzheimer? ¿Es que ça se guérit l'Alzheimer? Es difícil, porque muchas veces las personas cuando llegan a esa situación de Alzheimer tienen unos hábitos a nivel psicológico que les cuesta mucho reconocer el problema y además la propia pérdida de la memoria te hace no tener la conciencia suficiente como para profundizar en la parte emocional. Como son personas que lo que han querido, más que resolver el problema, ha sido olvidarlo, pues cuesta mucho que ya en ese estado les puedas hacer tomar conciencia de por qué están así. Entonces es complicado. Y además también es cierto que hay alteraciones físicas que no son reversibles. En algunos casos sí y en otras no. El Alzheimer es una enfermedad muy difícilmente reversible. Si fuera una persona joven, intentar se puede intentar, pero es complicado. Non, c'est bon, tu peux le faire. Moi, je sais que... Le docteur dit que c'est très compliqué de résoudre l'Alzheimer parce que la personne, quand elle a oublié, je pense que cognitivement, c'est très difficile de l'aider. Je pense qu'il a signalé deux choses. Une, il y a des fois des mécanismes qui sont irréversibles. Et donc là, on ne peut pas. Et des fois aussi, comme la maladie d'Alzheimer, il y a la partie
et la personne a essayé de résoudre le conflit en l'oubliant, en échappant. Donc c'est très difficile pour un thérapeute de faire casser ces mécanismes-là et récupérer d'autres mécanismes chez la personne pour essayer de prendre conscience de quoi et d'où s'était formé le conflit. Otra preguntita. ¿Qué parte de la mala alimentación hay en el Alzheimer, si la hay? Quelle est la partie de la mauvaise alimentation dans l'Alzheimer, s'il y en a? En el caso del Alzheimer no te sé responder. Te podría decir que sí que es cierto que hay enfermedades, por ejemplo, enfermedades digestivas, enfermedades del hígado, de los pulmones, que sí que influyen mucho en la alimentación y los malos hábitos tóxicos, ¿no? Pero en el caso del Alzheimer no te sabría decir si la alimentación es un factor importante. Mi opinión es que no es el más importante. Creo que es poco importante, que el factor emocional es el más importante. Autre question. La réponse, oui. Pour l'Alzheimer, le docteur il dit qu'il croit que c'est plus important au lieu de la... Oui, de l'aspect émotionnel, plus important de l'expérimenter. Oui, c'est ça. Il y a d'autres questions? Par contre, le monsieur, il peut faire quelque chose, lui, pour... pardon. Oui, vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, bien évidemment, vous faire aider pour pouvoir vivre la situation. Vous comprenez? Oui, au moins en souffrir. Yo añadiría que aunque él piense que su mujer no se da cuenta de las cosas, aunque físicamente no se puede dar cuenta, el interior espiritual sí que percibe los sentimientos y todo lo que se hace por ella. Entonces, que no piense que es inútil expresar el sentimiento y hablarle, porque a lo que no perciben los sentidos lo percibe el interior. Il dit le docteur que même que tu dois penser que ta femme, le fait que tu ailles la voir, c'est super important, qu'elle reconnaît tout à fait les sentiments et que je vais tous les jours la faire déjeuner, elle est à vos rivages, et lorsque j'arrive, j'ai un très grand sourire. Mais ça, c'est mon meilleur réconfort. C'est le mieux cadeau. Ouais, le meilleur cadeau. Parce que la vibration, elle reste pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mon papa est autistique. Et la vibration, elle reste. Donc le visage, il peut... Tout se déforme pour lui, la montre, tout le teint, etc. La reconnaissance qu'il peut avoir, effectivement, c'est votre vibration quand vous venez. Alors, elle est importante que vous la fassiez animer, cette vibration, animée dans l'amour, bien sûr, comme on a parlé jusque-là, et pour qu'elle puisse reconnaître cela, et qu'elle puisse s'en nourrir, et qu'elle puisse partir justement en paix avec cet amour, en tout cas. Enfin, je ne veux pas qu'elle parte, bien sûr, mais je veux dire qu'elle soit en paix grâce à ça. Et ce contact-là, il est très important, autant pour elle, autant que pour vous, mais de l'animer dans cet état d'esprit-là. Mais pas attendre autre chose finalement, pas attendre qu'elle vous reconnaisse encore et encore, mais rien que le fait que voilà, vous lui tenez la main, que vous la regardiez, que vous soyez là tout simplement, voilà, c'est ce qui va l'animer elle aussi, quoi. Par contre, ce que je constate dans les maisons de retraite, il y a beaucoup de personnes qui sont abandonnées. On ne les vient jamais voir. Oui, parce que ça fait très peur. Parce que les gens qui sont là, comme vous et comme moi, qui vivons ça, on est... comment je peux dire ça? On rentre dans un autre domaine. Nous, on est d'autre côté. Eux, ils vivent de leur côté aussi. Mais c'est très dur pour nous parce que nous, on a toujours les souvenirs intacts. Et on aimerait, on a des souhaits que ces souvenirs-là soient toujours là pour l'autre aussi. Mais ça, c'est... Ça, j'en ai fait mon rêve. Mais il faut que vous fassiez aider, oui, c'est vrai. Il faut que vous fassiez, vous, soutenir aussi de votre côté. J'ai une vie très très mouvementée. Très mouvementée. Je suis
j'ai 75 ans, mon épouse a 77 ans. Nous étions danseurs depuis 50 ans, nous avons 50 ans de mariage. Et maintenant, je me retrouve avec cette situation-là, mais je continue dans mes activités, dans la danse. Je fais beaucoup de natation, je suis aux Ours Blancs de Biarritz. Je suis un peu avec tous les médias parce que je voyais avec tous ces messieurs. Et c'est mon nouveau domaine. Voilà. Bon, merci à tous. Merci beaucoup.